Salut les gars, ça bouge? Le gouvernement a décidé de mener une expérience. Interroger les passants dans la rue sur leur opinion concernant la prison de Lille. Certains affirment que cela les fait se sentir en sécurité. D'autres comparent Lille à une décharge, insinuant que les prisonniers sont des ordures à éliminer. Un citoyen estime que la peine de mort serait une meilleure solution, car il ne voit pas pourquoi ces impôts devraient servir à entretenir des meurtriers. Un autre pense qu'il est préférable de les laisser s'entretuer entre eux. Ensuite, des journalistes de la télévision analysent les images filmées. 3 ans plus tôt, la peine de mort pour meurtre au premier degré a été remplacée par l'exil. Depuis, les criminels sont envoyés sur l'île de San Bruno, surnommée l'île prison. L'évasion y est impossible, car l'île est entourée de champs de mines, et l'unique voie maritime est gardée par un destroyer militaire. Les journalistes se préparent à tourner un nouveau reportage sur les habitants de l'île. Ils évoquent d'anciens prisonniers choquants, comme Bunny Campbell, qui a tué ses parents avec un pic à glace, ou Joy Lang, connue pour avoir empoisonné son mari. Ils jugent qu'il leur faudrait un criminel plus spectaculaire, un vrai maniaque. Le nom du docteur Norman Milford, surnommé le tueur par pitié, est alors proposé. En feuilletant les photos des précédents détenus, ils estiment avoir matière à un bon film. Pendant ce temps, une nouvelle prisonnière, Carmen Sims, est transférée sur l'île, sur décision du juge Junius Clay. Elle est condamnée à l'exil à vie dans le centre de détention de haute sécurité de San Bruno. Conformément à la loi, elle est déclarée légalement morte et sommée de signer un document. Refusant, elle jette le papier au sol. Aussitôt après, elle pousse un cri en découvrant un cadavre flottant dans les vagues. Arrivée sur le rivage, elle découvre d'autres corps de prisonniers morts. Carmen s'installe tant bien que mal pour la nuit, ignorante du fait qu'un homme l'observe depuis une falaise. Elle tente de faire un feu, mais sans succès. L'homme finit par descendre. Elle attrape une hachette, méfiante. Il lui explique qu'il était médecin et qu'il accueille tous les nouveaux arrivants pour les examiner. Il lui propose de la mimosa sauvage à inhaler, mais elle refuse, ne voulant pas se droguer. Elle révèle s'appeler Carmen. Lui se présente comme Milford. Il lui raconte que les survivants sont installés dans un camp non loin, qu'il ne reste qu'environ 40 personnes, alors qu'ils étaient 75 à son arrivée. Il précise aussi que les femmes sont très peu nombreuses. Quand Carmen l'interroge sur les cadavres dans l'eau, il lui répond que tout le monde sur l'île est un tueur. Elle proteste en disant qu'elle est innocente. Milford ironise. Ils le sont tous, bien sûr. Il s'éloigne et la laisse dormir seule sur la plage. Le lendemain matin, Carmen marche en direction du camp. Elle y découvre des gens vêtus de tenues semblables, occupés à différentes tâches. Bobby, le chef du camp, sort alors de sa cabane accompagné de son bras droit, Monk. Il remarque Carmen et l'observe. Entouré principalement d'hommes et de seulement 3 femmes, Bobby ordonne à Monk de s'occuper d'elle. Celui-ci la traite de façon obscène et agressive. Il lui fait comprendre brutalement qu'ici, elle doit se plier à leurs règles. Monk l'abandonne ensuite en larmes et donne le signal de reprise des activités. Le soir venu, les femmes du camp retournent dans leur cabane et trouvent Carmen allongée sur un tapis. Bunny, furieuse, l'attaque sans prévenir. Carmen, déboussolée, ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Joy, l'une des femmes, lui explique que le coin où elle s'était installée appartenait à Bunny. Carmen propose alors de prendre un autre coin, mais Joy lui déconseille, car ce coin-là aussi est revendiqué par Bunny. Frustrée, Carmen dit vouloir quitter les lieux, insatisfaite des conditions d'hébergement. Mais à la sortie de la cabane, 2 hommes l'attendent et la forcent à rentrer de nouveau. Carmen ne comprend toujours pas les règles de cette île ni la manière dont elle est organisée. Les femmes finissent par expliquer à Carmen qu'elle a été placée parmi les beautés privilégiées, un statut qui, en plus d'impliquer du travail physique, les oblige à rester disponibles pour les hommes du camp. Mais Carmen n'est pas femme à se soumettre docilement. Elle déclare fermement qu'elle compte régler son compte à Bobby et conseille aux autres femmes de ne pas la sous-estimer. Elle s'adresse ensuite à celle qui l'a fait tomber du matelas, remettant en question les raisons de son geste, ce qui laisse la pièce dans un bref silence. Le lendemain matin, malgré sa résistance affichée, Carmen est équipée d'un harnais et placée aux côtés d'une autre détenue nommée Lee pour tirer une charrue dans le potager. Les femmes sont utilisées comme des bêtes de trait, sous les ordres d'un homme chargé du travail agricole. Lorsque ce dernier remarque leur fatigue, il leur accorde une brève pause et s'éloigne un instant. Carmen est choquée par cette organisation et demande pourquoi personne ne s'est jamais rebellé. Une des femmes lui répond que certaines ont déjà essayé. Elles sont soit mortes, soit disparues. Carmen apprend alors qu'un petit groupe d'évadés vit caché quelque part sur l'île, probablement encore en vie. Elle commence à envisager de les rejoindre, mais une femme l'interroge. Pourquoi penser que ces fugitifs valent mieux que les brutes actuelles? Alors qu'elle discute, une travailleuse demande de l'eau, mais se fait violemment rejeter par le surveillant, qui lui jette la tasse à la figure. Chino, le plus jeune du groupe d'hommes, tente de lui venir en aide en lui donnant de l'eau, mais il est immédiatement frappé par le chef. Cette tension dégénère en combat au couteau, jusqu'à ce que Bobby et Mike interviennent pour mettre fin à l'affrontement. Chino est renvoyé, et la femme blessée est punie. Constatant que les travaux agricoles ne suffisent pas à maintenir l'ordre mental des prisonnières, les dirigeants du camp décident de les envoyer aider à construire un entrepôt. Les femmes doivent alors pétrir de l'argile et transporter de lourdes pierres. Carmen se blesse rapidement aux mains, et Milford, le docteur, s'approche pour la soigner. Il lui bande les mains avec précaution, mais Carmen lui reproche de ne pas lui avoir dit ce qui l'attendait sur l'île. Elle affirme qu'elle aurait préféré résister dès le début. Milford lui rappelle que seule, elle n'aurait pas survécu. Ici, au moins,
Elle peut espérer tenir. Mais Monk interrompt la discussion et ordonne à Carmen de retourner immédiatement au travail. Le soir venu, alors que les femmes retournent à leur cabane, Monk annonce qu'une corvée de nuit les attend toutes. Fatiguées, elles doivent reprendre les tâches sans repos. Le matin suivant, alors qu'elles préparent le repas, un ouvrier provoque un autre homme qui renverse accidentellement son assiette. Une violente altercation s'ensuit, qui se termine par la mort du malchanceux. Son corps est jeté à la mer. Les femmes, quant à elles, sont envoyées faire la lessive. En discutant, l'une d'elles s'interroge sur Bunny, qui reste toujours silencieuse. Une autre répond qu'elle a cessé de parler après avoir tué ses parents, mais que personne ne sait vraiment pourquoi. Le mystère autour de Bunny demeure entier. Soudain, un groupe de prisonniers évadés surgit et tend une embuscade aux gardes. Après avoir neutralisé la sécurité, ils emmènent les femmes avec eux, loin du camp de Bobby. Les survivants du camp comprennent que Bobby ne tardera pas à se mettre en colère. Plus tard, autour d'un feu de camp, les fugitifs savourent leur liberté temporaire en dégustant du gibier fraîchement chassé, tout en imaginant la rage de Bobby. Le lendemain matin, des discussions émergent sur la suite des événements et sur le sort à réserver aux femmes. Carmen affirme qu'elle ne retournera jamais au camp de Bobby. Les autres femmes partagent ce refus, mais expriment aussi des doutes. Ce groupe de fugitifs est bien plus petit et ne ferait pas le poids dans une confrontation directe. Un désaccord surgit, entraînant une division du groupe. Plus tard, alors que Joy s'exerce au tir à l'arc, Lee découvre une pierre étrange dans un ruisseau. Elle la montre à Haji, qui identifie immédiatement le minéral comme du nitre, une matière à partir de laquelle on peut produire du nitrate de potassium. Il explique que, mélangé à du soufre et du charbon, on peut obtenir de la poudre à canon, voire même fabriquer des grenades artisanales. Leur discussion dérive vers la possibilité d'une véritable rébellion armée. Carmen, elle aussi, prépare sa propre vengeance. Elle remet à Haji une plante toxique capable de produire un poison mortel, une recette transmise par sa grand-mère, adepte du vaudou. Elle est prête à en faire usage. Carmen remet le couteau à l'homme, même si celui-ci l'avait initialement offert pour se défendre. Toutefois, son attention est ailleurs. Elle interroge Haji sur la raison pour laquelle ils ont été éloignés de Bobby, car elle ne souhaite pas pêcher seule. Pendant ce temps, Bunny se trouve en présence d'un homme qui la traite avec douceur et respect. Celui-ci lui demande de cueillir quelques baies, expliquant qu'il part chasser leur dîner. Au camp de Bobby, la situation dégénère. Le chef, pris de rage, ordonne à Monk de retrouver les fugitifs et de ramener les femmes à tout prix. Simultanément, Izzy propose à Joy un peu de miel sauvage, en lui expliquant qu'elle aura d'autres occasions d'en reprendre. Elle décrit ensuite le produit en détail en précisant qu'il s'agit de gelée royale, tout en avertissant que si l'on en abuse, les abeilles, installées dans une souche toute proche, risquent de s'en prendre violemment à celui qui en mettrait sur lui. Joy trouve cette mise en garde pour le moins ironique. Plus tard, une femme conduit Tyler jusqu'à l'endroit où se trouve la ruche et l'invite à goûter ce miel. D'abord en le saluant, elle lui prodigue quelques gestes de tendresse, puis frappe la ruche, déclenchant la colère des insectes. Les abeilles, furieuses, envahissent l'homme qui, littéralement recouvert de miel, doit fuir en plongeant dans une flaque pour leur échapper. Joy, témoin de la scène, éclate de rire, suivi des autres hommes qui se moquent de ce malheureux. Peu après, les hommes de Bobby lancent l'attaque contre le camp. Tandis que Cornell affronte Monk dans un combat tendu, les autres membres de leur groupe parviennent à retenir les poursuivants, leur offrant ainsi le temps de s'évader dans la forêt, en laissant quelques pièges derrière eux. L'un des poursuivants finit d'ailleurs par tomber dans l'un de ces pièges. Plus tard, Monk fait son rapport à Bobby, signalant la perte de quelques hommes et son échec à capturer les fugitifs. Dans le camp des fugitifs, un homme blessé reçoit des soins pendant que ses compagnons se questionnent sur la possibilité de le sauver. L'un d'eux insiste sur le fait qu'il ne peut pas rester impuissant et regarder l'homme dépérir dans son sang. Cette situation pousse Haji à prendre une décision désespérée. Il quitte le groupe et revient avec l'aide d'un médecin, mais force est de constater que c'est déjà trop tard. Au matin, le groupe se réunit pour discuter de leur avenir. Conscients qu'ils ne peuvent continuer à fuir indéfiniment sur l'île, ils en viennent à la conclusion qu'ils doivent se débarrasser de Bobby et de sa bande. Personne ne veut passer le reste de sa vie à se cacher sur cette île. Certains affirment même avec fierté avoir déjà osé se dresser contre Bobby, au risque de mettre leur vie en jeu. Les femmes du groupe partagent aussi l'idée d'éliminer leurs ennemis, tout en s'interrogeant sur l'efficacité et la dangerosité du poison qui leur est proposé. Elles discutent de la puissance mortelle de ce produit, capable, selon certains, de tuer en une dizaine de secondes, et s'assurent qu'il ne risque pas d'exploser de manière imprévisible. Plus tard, le groupe enterre l'un de leurs camarades tombés au combat, et le médecin choisit de rester parmi eux, formant ainsi la nouvelle équipe. Pendant ce temps, au camp de Bobby, un détenu parvient à construire une radio artisanale, et le chef trouve rapidement la bonne fréquence. Parallèlement, Lee et quelques hommes se lancent dans la fabrication de poudre à canon. Après avoir broyé les ingrédients nécessaires, ils les versent dans de petits flacons, dont il ne reste plus qu'à allumer la mèche avant de les lancer. Des échanges rapides de consignes entre eux traduisent la tension et la coordination nécessaires pour mener à bien leur opération. Au même moment, les hommes de Bobby localisent Bunny près d'une cascade et l'emmènent avec eux. Un des leurs, en restant en arrière, se retrouve face à la hache d'Izzy. Pendant ce temps, Bobby, écoutant attentivement la radio, capte une annonce indiquant que le navire de patrouille va débarquer des provisions dès le lendemain. Satisfait, il estime que cela rendra leur tâche plus facile. De leur côté, les fugitifs suivent la piste laissée par Bunny et découvrent avec stupeur une femme attachée à un poteau sur le rivage, utilisée en appât.
Les femmes se précipitent pour la secourir, mais réalisent rapidement qu'elles ne peuvent pas faire face aux bandits armés. Soudain, un bateau de police apparaît au large de l'île. Face à cette nouvelle menace, Bobby et sa bande se postent discrètement parmi les rochers. Les interrogations se multiplient. Que mijotent-ils exactement? Où se trouve Lee? Pendant que la police décharge d'importantes caisses de provisions sur le rivage, l'un des agents s'aventure pour aider la femme laissée en détresse. Au même moment, un des hommes de Bobby nage discrètement jusqu'au bateau ancré au large. Il tue l'officier à bord, s'empare de son fusil et commence à tirer sur les silhouettes présentes sur la plage. Immédiatement, les partisans de Bobby se mettent en alerte. Tandis que l'un d'eux reste sur le bateau pour le surveiller, les autres retournent en toute hâte vers le camp pour défendre leur territoire. De l'autre côté de l'île, Hadji et les siens débattent de leur stratégie. L'un d'eux propose de rejoindre la plage, convaincu que c'est le moment d'agir. Un autre soulève la difficulté de s'approcher sans se faire tirer dessus. La solution semble évidente, nager, comme l'ont fait leurs ennemis. Certains plaisantent, affirmant savoir nager comme des serpents d'eau. Pendant ce temps, Bobby, de plus en plus paranoïaque et imprévisible, abat froidement un membre de sa bande pour avoir osé le contredire. Il affirme n'avoir besoin de personne, sauf de son bunker et de son arme. Sur la plage, Izzy neutralise silencieusement le garde resté sur le bateau, utilisant une sarbacane avec une précision redoutable. Le corps s'effondre sans un bruit. Le groupe met désormais la main sur une embarcation et une arme à feu. Alors que le docteur repère Bunny à proximité, il court vers elle pour l'aider. La jeune fille, habituellement mutique, se met soudain à parler. En pleurs, elle supplie qu'on la ramène chez elle. Au camp, Bobby accuse Monk de lâcheté. Monk, las et fatigué de ce jeu de pouvoir, lui rappelle que trop d'hommes ont péri ces dernières semaines. Il commence à ressentir la peur de ceux qui, autrefois soumis, se sont retournés contre eux. Ce soir-là, autour d'un feu de camp, le docteur confie son passé. Il explique comment il a été condamné pour avoir retiré l'assistance vitale d'un patient déjà cliniquement mort avec l'accord de l'épouse. Il fut pourtant déclaré coupable à cause d'un détail juridique. Il confesse ne plus vouloir retourner dans un monde qu'il a abandonné. À l'aube, le groupe avance vers le camp de Bobby, mais découvre un silence pesant. Aucune trace de vie. Le camp semble désert. Hadji comprend aussitôt. Bobby les attend, cachés quelque part. Les tentes vides ne trompent personne. Il est probable que les ennemis préparent leur propre plan. Malgré le danger, chacun prend la position qui lui a été assignée. Les femmes préparent des bidons d'essence et des grenades artisanales. Les hommes peaufinent les derniers détails de l'assaut. Joy donne des instructions précises à Bunny, tandis que Tyler verse du carburant dans un système de tuyaux menant au bunker. Lorsque l'assaut commence, une explosion retentit dans les toilettes, tuant un des bandits. Les grenades suivent, volant à travers les airs et éclatant dans les cabanes. La panique se répand rapidement dans le camp. Pris de court, Bobby et Monk ripostent avec les armes qu'ils ont réussi à garder. Cornell tombe sous les balles. Bobby, réfugié dans le hangar, continue à tirer. Lee, déterminé, s'empare d'une grenade et court en direction du bunker. L'explosion est violente, mais Bobby survit. Il abat Lee d'une balle dans le dos. Monk, blessé mais encore vivant, parvient à rejoindre Bobby dans le bunker. Les deux tirent ensemble, mais Monk se lasse rapidement du comportement de Bobby, qui gaspille ses munitions avec frénésie. De l'autre côté, Joy agite un tissu, signal pour Bunny, mais la jeune fille, paralysée par la peur, oublie ce qu'elle devait faire. Elle préfère secourir les blessés. Un tir la fauche net. Le docteur la suit de près, réussit à la mettre à l'abri, puis court vers les tuyaux. Il y déverse le carburant et y met le feu. La flamme s'insinue dans le système de drainage. Bobby comprend trop tard. L'explosion ravage le bunker. Bobby est tué sur le coup. Le calme retombe sur le camp. Le silence remplace les cris. Le sang cesse de couler. Les survivants reprennent lentement leurs esprits. Certains plaisantent, évoquant avec soulagement un avenir plus doux. L'un d'eux se réjouit à l'idée d'en finir avec le lait de chèvre, désormais qu'un avenir semble à nouveau possible. Monk, devenu aveugle à cause de l'explosion, se voit tout de même confier des tâches utiles. La vie reprend, plus fragile mais plus libre. Un jour, un bateau de police accoste sur la plage. Les autorités convoquent le docteur. On lui annonce que son affaire a été rouverte. Il répond simplement que Milford, son ancien nom, est mort. Il ne sait plus pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et l'idée d'un nouveau procès, d'un retour dans l'ancien monde, le laisse sans réponse. Il reste silencieux. Jusqu'à ce qu'un murmure brise l'air. Une nouvelle femme descend du bateau. Elle observe les lieux avec méfiance. Bunny s'approche, accompagné du docteur, et lui souhaite la bienvenue. Bienvenue à l'île terminale. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.